9h-10h, Sud Radio, La vérité en face, Benjamin Glaise. La vérité en face, suspense total aux États-Unis à moins d'une semaine de la présidentielle américaine. C'est mardi prochain, le 5 novembre. Rien n'est joué entre Donald Trump et Kamala Harris. Les sondages les donnent au coude à coude. On pourrait assister donc à l'une des élections les plus serrées de l'histoire des États-Unis. C'est notre premier débat avec Eric Tegner. Bonjour. Bonjour. Journaliste, président du Média Frontières, et puis Alex Darmon. Bonjour. Bonjour. Journaliste politique, chaîne YouTube Les Indécis. On va parler de cette élection présidentielle américaine, la campagne qui s'accélère. On est dans la dernière ligne droite, véritablement. Avec vous aussi au 0826 300 300, vous nous appelez. Pour qui voteriez-vous si vous étiez aux États-Unis? Et puis, qui vous souhaitez-vous voir tout simplement à la Maison Blanche? On est avec Emmanuel au standard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Benjamin, comment ça va? Ça va et vous? Bien. Ouais, on est sur des charbons ardents là maintenant, parce que c'est très important. Savoir qui va l'emporter. Franchement, il faut que ce soit Trump d'abord parce que Kamala Harris, c'est du vide, c'est creux, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est tragique. On espère que jamais les Américains n'auront une expérience à la Macron. Et puis. C'est pour vous, Kamala Harris, c'est Emmanuel Macron. C'est le même combat. Vous savez, tous les deux ont quelque chose en commun. Aucun des deux n'a jamais été élu où que ce soit. Et ça, c'est quand même très frappant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que leur comportement se ressemble dans la mesure où ils parlent, ils disent des mots, mais ça n'a pas grand sens. Voilà. Bon, alors, je souhaite Trump, et aussi je souhaite Trump pour la paix. Parce que je pense qu'il a un plan très simple qui peut vraiment fonctionner avec Poutine. C'est faire baisser le baril de pétrole qui est à $72 aujourd'hui. Il était à 100 quand Poutine a commencé la guerre. Trump dit qu'il va le faire baisser à 40. À $40, Poutine, il arrête la guerre et ne peut plus la financer. C'est terminé. Donc bon. C'est une très bonne idée. Donc, moi, je souhaite une chose, c'est que cette guerre s'arrête, mais que Poutine ne soit pas vainqueur. Pour qu'il ne soit pas vainqueur, il faut qu'il s'arrête de lui-même. Donc, en tout cas, vous souhaitez voir Donald Trump à la Maison-Blanche. On l'a bien compris, Emmanuel. Merci. Eric Tegner, Alex Darmon, pour poursuivre les débats. Je le disais, c'est très serré dans les sondages, les compilations de sondages. Là, on est au coude à coude, on est clairement dans la marge d'erreur. Également dans les swing states, les états clés, les 7 états clés. Impossible de dire qui va gagner, effectivement, pour l'heure, cette élection. La dynamique, elle est pour qui, à l'heure actuelle, Eric Tegner? Alors aujourd'hui, elle est pour Donald Trump et c'est le cas depuis à peu près 2 ou 3 semaines. Alors qu'il y a un mois et demi, on pensait que Kamala Harris quand même avait repris le dessus. Le 10 septembre déjà, pour son débat, elle n'avait pas été si mauvaise. Pourtant aujourd'hui, c'est du côté de Donald Trump. Déjà, il y a plusieurs indicateurs, au premier rang desquels le vote anticipé. On peut voir la question de la mobilisation. Aujourd'hui, les républicains sur les États clés sont bien plus mobilisés que les démocrates. Et quand on compare à 2020, on va voir certains États justement comme le Michigan, on va voir qu'à ce moment là justement, les démocrates avaient besoin de faire le plein et ils ne le font pas aujourd'hui. Donc c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que Kamala Harris, vous rappelez-vous, il y a un mois et demi, on disait, vous avez vu cette campagne TikTok de vidéos positives, etc. Donald Trump, c'est la haine uniquement. Eh bien, le positivisme, il est revenu du côté de Donald Trump. On l'avait vu avec cet épisode au McDonald's. On voit aujourd'hui un Donald Trump qui s'affiche avec énormément de monde, beaucoup de gens, on l'a vu au Madison Square, et une Kamala Harris qui est sur la défensive, qui n'est pas soutenue. Et un dernier point, on le voit au niveau des élites, on voit Mark Zuckerberg qui a refusé de se positionner pour Kamala Harris, et par exemple au Washington Post avec donc Jeff Bezos, le patron d'Amazon, parce que eux-mêmes anticipent justement cette victoire de Trump. Je pense que si Trump peut gagner demain, c'est aussi parce que les Américains le connaissent. Alors Kamala Harris, on ne sait pas qui elle est, alors qu'elle était vice-présidente pendant 4 ans. Alex Darmon, vous êtes d'accord avec Eric Tegner? La dynamique, en tout cas sur le fond, la dynamique, elle est plutôt favorable à Trump ou à Harris? Bah oui, elle est favorable à Trump, très clairement. Dire l'inverse, ça serait mentir. Vous voyez, quand vous entendez hier Kamala Harris pour son discours devant la Maison Blanche, insulter son dernier grand meeting, quoi. C'est un dernier grand meeting. Elle insulte Donald Trump. Elle fait du Donald Trump en quelque sorte, et on l'attendait pas là-dessus. Les démocrates se sont complètement ratés sur cette campagne. Et moi, je vais revenir sur quelque chose que disait Emmanuel, votre auditeur juste avant. Il espère Donald Trump pour la paix parce qu'il aurait un plan clair pour faire perdre Poutine. Je sais pas si on peut l'interpréter comme ça. En tout cas, c'est le discours de Donald Trump. Il l'a redit hier. En tout cas, voilà, si j'avais été au pouvoir, ça se serait pas passé comme ça. Non, mais ce qui est
certain, c'est que quand il a été au pouvoir pendant 4 ans, les guerres n'étaient pas tellement présentes. Donc je pense aujourd'hui, et je vais vous donner le fond de ma pensée, c'est que j'ai l'impression que Donald Trump, et ça va peut-être faire réagir Eric, tellement fou, qui peut faire peur à beaucoup de monde dans le monde, et que donc d'une certaine manière, ça peut rassurer d'autres Américains en se disant, on veut plus aller en guerre, au moins il fera peur à des leaders occidentaux, au leader russe Vladimir Poutine, pour ne pas faire la guerre. Donc en fait, sa stratégie est en train de marcher. On a longtemps dit que Donald Trump faisait une mauvaise campagne, qu'il n'était pas rentré dedans, qu'il avait été en retard sur le débat qu'il avait eu avec Kamala Harris. Peut-être que c'est vrai, qu'il n'a pas été à la hauteur sur le débat avec Kamala Harris. En tout cas, il a très bien suggéré sa campagne électorale. Il l'a amené sur le terrain qu'il voulait lui. Je vous dis, quand on entend hier les propos de Kamala Harris sur ce dernier débat en disant il est obsédé par dictateur en herbe, obsédé par la vengeance. Insatiable homme de pouvoir, c'est tout ce qui l'intéresse. Ça fait du Trump, quoi, au final. Oui, parce qu'elle propose rien. Elle propose rien au final dans ses meetings, juste dire que c'est pas l'homme de la situation. Or, il a été élu en 2016 pendant 4 ans et il a failli être réélu il y a 4 ans. C'est donc un échec terrible pour les démocrates. Eric l'a dit et force est de reconnaître que je suis d'accord avec lui sur le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de médias et beaucoup de leaders ne soutiennent pas la candidate démocrate. Et pour plusieurs médias d'entre eux, c'est la première fois depuis très longtemps. Il se passe quelque chose et il y a un basculement. Maintenant, une campagne, on l'a dit, ça va être dans la marge d'erreur. Ça se trouve, elle aura réussi. Et si elle gagne mercredi matin et qu'elle est annoncée présidente des États-Unis, on dira qu'elle a fait une bonne campagne. Vous l'avez dit, Eric Tegner, et puis Alex Darmon à l'instant, il se passe quelque chose aussi au niveau médiatique aux États-Unis avec le Washington Post, propriété donc de Jeff Bezos, qui a décidé de soutenir personne, quoi. Qui est quand même, faut le dire, c'est un journal important aux États-Unis, le Washington Post. C'est un journal qui est acquis aux démocrates depuis des années et des années. Et là, finalement, décision de ne pas soutenir Kamala Harris, c'est quand même un certain séisme, quoi, là-dessus. Ah oui, c'est 2,5 millions d'abonnés, le Washington Post, connu pour avoir révélé le Watergate. Alors il faut dire qu'ils reviennent à une position originelle. De Nixon, ouais. Exactement, ils reviennent à une position originelle d'avant 1970. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que derrière, il y a une vague de désabonnements aussi, on le voit, de 220 000 abonnés. Et donc ça montre comment Jeff Bezos aussi anticipe cette victoire de Donald Trump. On sait qu'avec Amazon, il avait perdu un contrat face à Microsoft. Et donc ça peut expliquer cet élément. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la décision qu'on commente moins en France du Los Angeles Times. Ceux-là, ils ont décidé également de ne pas soutenir Kamala Harris alors que c'était plutôt anticipé. Mais pas parce qu'ils soutiennent Donald Trump, mais plutôt, et ça on l'a vu à travers la fille du propriétaire qui a déclaré qu'elle allait plutôt voter pour Jill Stein. On en parlait justement la dernière fois sur le fait que la problématique aujourd'hui d'une Kamala Harris, c'est que sur ses positions par rapport à l'Israël, elle est assez ambiguë contrairement à Donald Trump. Et donc il y a une partie de l'électorat aussi radical de gauche, mais également l'électorat musulman, qui veut voter pour cette candidate qui est clairement pro-Palestine, Jill Stein. Et ça va d'ailleurs avoir un impact notamment sur la Pennsylvanie, où il y a beaucoup de musulmans justement, et on sait que ça peut se jouer à 10 000 voix. Et donc c'est intéressant de voir cet élément, parce que sur l'aspect international, je rebondis sur ce que ça a été dit tout à l'heure, l'avantage c'est que Donald Trump c'est très clair, alors Kamala ça ne l'est pas. On sait très bien que là-dessus même, elle est entourée par des conseillers à la sécurité nationale qui sont assez proches des positions d'un Donald Trump. Et sur ce que disait tout à l'heure votre auditeur, il n'a pas tort pour 2 raisons concernant Vladimir Poutine. D'abord, c'est le seul qui a véritablement eu une confrontation avec des soldats russes, on le sait, dans le désert du Golan en Syrie en 2019, lors duquel justement il a pris la décision d'abattre une centaine de Russes du groupe Wagner. Et donc ça, Vladimir Poutine, il est en tête. Et le deuxième élément sur l'aspect énergétique, c'était effectivement une erreur de la part de Joe Biden d'avoir, pour des raisons écologiques justement, contraint la production de pétrole aux États-Unis, ce qui a fait justement que le prix du baril était à $100. Et donc c'est ce qui a effectivement permis de financer cette guerre. Donc oui, ça paraît simpliste de dire ça, mais pour des raisons écologiques, Biden ne s'est pas donné les moyens de mettre la fin à la guerre en Ukraine. Non, mais c'est sûr. Après, moi, il faudra avoir la campagne aussi. Il faudra avoir la fin, il faudra avoir le résultat. Parce que là, on spécule depuis plusieurs jours. Ça va être un peu comme Al Gore. De toute façon, c'est sûr, ça va être serré. Ça sera serré. Mais en tout cas, si mercredi matin, les démocrates perdent l'élection américaine, je pense que ça sera un gros coup durable. Vraiment durable, parce qu'ils sortent de 4 ans de présidence avec Joe Biden qu'on n'entend absolument plus depuis quelques semaines. Il a voté. Voilà, il a voté, mais on l'entend pas défendre la candidate. Il est sorti de cette élection. Et on l'a poussé vers la sortie en même temps. Et puis on a entendu Barack Obama depuis plusieurs semaines, et ça sera aussi la défaite de Barack Obama en quelque sorte, parce que il fait la tournée des meetings. Et juste pour rebondir sur l'électorat musulman, c'est là aussi je trouve que la campagne, il faut le dire, que la campagne
campagne de Donald Trump est réussie. Au Michigan, vous voyez les leaders musulmans monter sur scène pour appeler Trump, à voter Donald Trump. Enfin, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'il a réussi à retourner l'opinion et une certaine partie de l'électorat qui ne lui était pas acquis à la base. On continue d'en débattre dans un instant, Alex Darmon et Éric Tegner, de cette campagne présidentielle américaine. C'est encore très serré, effectivement, entre eux, Donald Trump et Kamala Harris. Mais il se passe beaucoup de choses. On continue d'en débattre juste après ça. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. La vérité en face avec Éric Tegner, journaliste, président du Média Foncière, Alex Darmon, journaliste politique, chaîne YouTube. Les Indécis, on continue de parler de cette présidentielle américaine avec beaucoup de choses qui se passent. Et on en parlait, on l'évoquait juste avant la pub, ce moment de bascule peut-être qu'on a dans l'électorat, notamment dans une partie de l'électorat acquis aux démocrates et l'électorat noir, en tout cas pour les hommes. On le voit, électorat latino, on est dans un moment de bascule où Donald Trump arrive à convaincre une partie de l'électorat qui était quand même acquis largement aux démocrates. Ah oui, c'est ce qui est très intéressant. Ça concerne les latinos, ça concerne une partie aussi des afro-américains et ça concerne également l'électorat juif là-bas aux États-Unis, alors qu'un Donald Trump lui-même est très quand même pro-Israël. La vérité, c'est que les juifs votent plutôt à gauche et plutôt démocrates de façon justement historique. Alors ce basculement, il est expliqué pour deux raisons. Il va aussi déterminer cette élection. C'est d'abord le fait que Donald Trump, il parle vraiment aux classes qui travaillent. On l'a vu encore une fois, ça paraît un peu stupide quand on parle de ça en France, mais la séquence qui s'est produite au McDonald's, elle était très importante. D'ailleurs, on le voyait, il y avait des Afro-Américains, il y avait des Latinos, etc. Il parle à cette Amérique justement qui veut travailler. Et ensuite, il y a la question migratoire. Souvent, on pense justement que c'est simplement une politique qui va être xénophobe et donc que ceux issus de l'immigration aux États-Unis seraient contre. Non, ils sont majoritairement d'accord aujourd'hui avec Donald Trump parce qu'ils vont dire effectivement, nous on est venus légalement, on travaille, on n'a pas envie qu'il y ait des immigrés illégaux qui rentrent en permanence. Parce que cette question de l'immigration, elle a été déterminante dans ces élections américaines. Donald Trump a eu raison de choisir en termes politiques, de choisir justement ce thème parce qu'on est quand même à 10 000 entrées de clandestins par jour. C'est près de 2 millions d'illégaux qui rentrent par année aux États-Unis. Il faut comparer avec l'Union européenne. L'Union européenne, c'est à peu près 450 000 entrées illégales. On est x4 uniquement sur les États-Unis, donc c'est énorme. Et ça concerne tout le monde parce que ces immigrés, on l'a vu à Springfield par exemple, où il y a eu 40 000 Haïtiens qui sont arrivés d'un coup. Ça inquiète l'ensemble du territoire américain et donc les latinos, évidemment que ça leur parle aujourd'hui. C'est une raison pour laquelle ils basculent, pas tous, mais on le voit bien à Miami par exemple, il y a une grosse communauté, il y a un travail qui a été fait de longue haleine avec des États qui avant étaient plutôt justement des swing states et qui sont complètement acquis aujourd'hui aux républicains grâce notamment à ça. Alex Darmon. Non mais sur les électorats, c'est encore force est constater une victoire de Donald Trump parce que il a réussi, on l'a dit, à inverser la tendance. On parle des latinos, mais c'est aussi Alors, faut voir avec la polémique aussi qu'il y a eu sur Porto Rico avec cet humoriste. L'électorat noir, c'est quand même. On leur a parlé quand on voit Barack Obama sur scène en disant mes frères votez pour moi et tout. Ils aiment pas ça l'électorat noir aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils veulent être considérés comme des Américains aussi et pas être ramenés à leur communauté. On sait que les Arabo-Américains vont voter massivement lors de ces prochaines élections américaines et qui vont voter majoritairement. Alors c'est pas très élevé, mais pour Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'ils oublient pas malgré tout que Donald Trump est à l'origine des accords d'Abraham et que au moment où Donald Trump était président de la République, il y avait la paix dans la région. Donald Trump et son équipe de campagne, moi je pense que Kamala Harris paye le fait qu'elle n'était pas préparée. Donald Trump et son équipe de campagne avaient aussi préparé ce vote, vous savez, ce vote Amish, qui est hyper important dans certains États, notamment en Pennsylvanie, qui va faire basculer la Pennsylvanie, qui est un swing state, normalement avec ce vote Amish. Donc en fait, la campagne de Donald Trump, ça fait 4 ans qu'il la prépare. Ça fait 4 ans qu'il veut être candidat. Et c'est là aussi l'amateurisme des démocrates. C'est d'avoir débranché un candidat en plein été, à la fin de l'été, sans avoir eu de plan de sortie. Et c'est ce qu'ils sont en train de payer aujourd'hui parce qu'ils pensaient qu'ils auraient des débats pour pouvoir convaincre ce qu'elle disait, cet homme assoiffé de pouvoir. En fait, ils les ont pas eu et donc on a une dame hier qui crie sur scène en ne proposant rien, simplement en disant en face de vous, vous avez un dictateur. Le problème, c'est que le dictateur, il a été président des États-Unis pendant 4 ans et qu'il a fait plus de voix en 2020 qu'il en avait fait numériquement en 2016. Il le fait peut-être plus peur pour beaucoup d'électeurs américains. C'est pas que Kamala Harris. Il faut dire qu'il y a une responsabilité de la presse américaine. On peut le voir du côté de
de la presse française. Moi, je suis désolé de dire qu'on découvre parfois sur certaines chaînes, notamment France 5, des gens qui vont comparer Donald Trump à Adolf Hitler. Moi, j'étais surpris de lire dans le Figaro lundi matin. C'est des propos qui ont été rapportés. C'est les propos rapportés de son ancien chef de cabinet. C'est mis en... Oui, d'accord, Ouais. mais c'est la stratégie pour mettre en avant, etc. Ça donne cette impression. Je trouve qu'il y a une banalisation lundi matin. Moi, j'étais surpris de lire, je suis un abonné du Figaro, le fait que justement sur le Madison Square, il disait que c'était un grand meeting raciste géant qui presque reprenait, alors ils l'ont pas fait le Figaro, mais MSNBC qui faisait un bandeau pour expliquer qu'effectivement au Madison Square en 1934 il y avait un meeting avec des néo-nazis. Ça veut dire qu'il y a une outrance aussi de ce côté-là qui était en train de nous échapper, et on n'a pas vu un autre élément aussi. Si Donald Trump arrive à mobiliser des foules, il mobilise moins contre lui. On ne cesse en France de dire oui, il est contre l'IVG, mais on n'a pas vu qu'il a changé sa stratégie sur ce sujet. On n'a pas vu que sa femme, son épouse, a sorti un livre. Mélania Trump, l'ont servi au final sur la question de l'avortement, où elle dit voilà qu'elle défend ce droit-là. Et elle s'est pas contentée de faire un livre où elle en a parlé. Ses vidéos de promotion du livre disaient qu'elle était pour le droit à l'avortement, mais ça, on a refusé aussi de le voir. Donc le sujet de l'IVG finalement était beaucoup moins important et beaucoup moins mobilisateur contre lui qu'avant. Et sur le dernier point, c'est que également sur la question par exemple du port d'armes, on a vu une Kamala Harris qui n'était pas claire, parce que elle plutôt elle a une arme chez elle. Elle a dit qu'elle avait une arme. Non, mais donc il y a des éléments habituels d'une campagne qu'elle a mal gérée. C'est aussi ça, c'est que la campagne de Donald Trump est certes bonne, sans doute, mais celle de Kamala Harris, au final, est catastrophique. Depuis 3 semaines, elle est catastrophique. C'est-à-dire qu'à aucun moment elle se détache, elle arrive à imposer un rythme ou un thème de campagne, elle subit. Et quand vous subissez dans une campagne, c'est jamais positif, et elle est en train de le payer. Moi, je pense qu'avec le recul, encore une fois, elle n'a pas perdu. Donc il faut quand même qu'on voit mercredi matin ce qui se passera. Ça va pas jouer à ce moment-là. Et puis elle aura sans doute fait quand même un bon score au final. Si elle est amenée à perdre, il faudra analyser mercredi matin pourquoi les démocrates, avec une élection qui normalement leur tendait les bras, ont été amenés à perdre, et le contexte international aura joué contre elle, et aussi le fait que pendant 4 ans elle a été vice-présidente et que personne ne l'a identifiée aux États-Unis. Voilà, je pense que le rythme et l'écriture de sa campagne a été mauvaise. Et ne nous trompons pas sur d'autres choses aussi. Souvent, je vous parlais d'IVG, on parle aussi d'écologie. On se rappelle effectivement que Donald Trump avait plutôt l'air anti-écologie, qui était sorti des accords de Paris, etc. Eric, il avait mis fin aux accords de Paris. Bien sûr, mais aujourd'hui, il s'est allié avec un Elon Musk. Qui quand même, c'est la voiture électrique. C'est le premier partisan aujourd'hui de l'écologie. C'est pas ça, l'écologie, c'est pas que la voiture électrique. Ce que je veux dire, c'est que on a aussi face à nous non seulement un comeback d'un Donald Trump, mais un Donald Trump aussi qui est assez nouveau, qui revient et qui. Je suis en train de dire ça pourquoi ? Ça veut dire qu'il fera beaucoup plus de choses. Vous avez vu pourquoi même en France on n'en parle qu'une semaine avant de ces élections, parce qu'on est prêt à l'élection de Trump et on l'accepte. Tout le monde l'accepte. Donc il aura moins un État profond contre lui. Il aura moins des pays contre lui. Il est bien mieux préparé, bien mieux entouré. Ce que je veux dire par là, c'est que les 4 années à venir, effectivement, en termes de programme et d'application de programme, il est surtout entouré de lui-même, Donald Trump. Ah non, aujourd'hui, il a une vraie équipe. Aujourd'hui, la vérité, vous comparez avec, par exemple, 2016. 2016, il y avait un parti républicain divisé. Il ne savait pas le rassembler autour de lui. On l'a vu, par exemple, avec le patron de la Chambre des représentants, qui était quand même un ennemi de Donald Trump, qui était là au Madison Square. Il a su rassembler largement autour de lui. Justement, après, c'est lui le candidat à la présidentielle. Juste pour conclure, Alex Darmon. Moi, encore une fois, je suis désolé, mais j'insiste sur le fait que c'était une élection, si elle avait été préparée et bien maîtrisée, qui était normalement imperdable pour les démocrates. Rappelez-vous, il y a 4 ans, l'assaut du Capitole. L'assaut du Capitole, qui était quand même entraîné et motivé par Donald Trump, on n'en a quasiment pas parlé pendant cette campagne. On n'a quasiment pas appuyé sur les faiblesses de Donald Trump. Moi, je parle pas. Il y avait ce symbole hier, Kamala Harris, qui a fait son dernier grand discours à l'endroit même où Donald Trump avait harangué ses partisans à ce moment-là. Mais 45% des Américains pensent qu'il y a eu de la triche de toute façon en 2020. Au-delà du fait qu'il y ait eu de la triche, je trouve que c'est arrivé trop tard et que Kamala Harris n'a pas su jouer sur ces faiblesses-là. Alex Darmon, Eric Tegner, un autre sujet. Voilà, on quitte les États-Unis, on va au Maroc cette fois-ci. Emmanuel Macron qui termine aujourd'hui sa visite d'État, sa visite officielle, réconciliation scellée entre les deux pays. L'heure est au réchauffement diplomatique plus que climatique. Avec des victoires, c'est important, on va y revenir, mais également donc une polémique, la présence dans la délégation française de Yacine Bellatar, humoriste franco-marocain, controversé, plusieurs raisons à cela, notamment il a été condamné l'an dernier, 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort sur les personnes dans le milieu, dans le monde du spectacle. Il est par ailleurs accusé de proximité avec l'islam radical. Yacine Bellatar qui gravite autour du chef de l'État depuis quelques années. Réaction de l'Élysée à sa présence au Maroc. Sa présence ne vaut en aucun cas adhésion à ses idées. Eric Tegner, est-ce que cette présence dans la délégation française, est-ce qu'elle vous choque ou est-ce qu'on l'en fait trop ? Bien sûr qu'elle me choque.
Déjà, je pense qu'ils s'y attendaient parce qu'ils ne l'ont pas mis sur la liste officielle. Alors, on est habitué à ce que certains noms n'y soient pas, mais en attendant, paradoxalement, c'est CNews qui a capté ces images et qui a pu montrer qu'Yacine Bellatar était sur place. Ce n'était absolument pas assumé. Il était dans la seconde liste diffusée par l'Élysée. Exactement, mais ce n'était absolument pas assumé. Moi, ce qui m'a choqué, c'est un Yacine Bellatar, effectivement, qui est dans une proximité telle aujourd'hui. On sait que c'est aussi celui qui était un des organisateurs de la marche contre l'islamophobie en 2019 du CCIF, proche du Bataclan, où il y a eu les cris d'Allahu Akbar à ce moment-là. On sait qu'un Yacine Bellatar, c'est celui qui en permanence parle aux banlieues pour leur dire de ne pas s'intégrer, de ne pas s'assimiler. Et vous savez, il y a eu une polémique, je pense, qui est assez justifiée sur le fait qu'il est arrivé en jogging basket, qu'il était limite en train de checker avec le ministre de la Défense quel est le message qu'il voulait envoyer. Moi, je pense que même le roi Mohamed VI, il a eu honte de voir un Yacine Bellatar franco-marocain arriver dans une telle tenue. Mais Yacine Bellatar voulait envoyer un message aux banlieues françaises en leur disant « Restez comme vous êtes ». Vous avez vu, moi, j'arrive à être proche du président Macron. Il y a le mec qui vend des Rafales et des Airbus hélicoptères, Sébastien Lecornu, qui me regarde et qui... C'est-à-dire, il y avait cette logique de... Moi, ces images, elles m'ont marqué. Cette logique de chef de clan. On se croit être dans une classe où il y a la racaille et tout le monde veut être son ami. Alex Darmon, sur la présence de Yacine Bellatar dans la délégation française au Maroc. Elle est incompréhensible. Voilà, je vous le dis franchement comme je le pense. Elle est incompréhensible. Après, moi, je pense que c'est, comme d'habitude, de l'improvisation de la part de la Macronie au dernier moment, ou alors ils l'ont caché. Mais tout dans cette séquence est incompréhensible. Vous savez qu'ils sont en jogging et en basket. Moi, je m'en fous un petit peu. Je vais être tout à fait transparent avec vous. Ça le regarde si lui il pense que c'est bien d'aller voir le roi du Maroc. Mais ça nous regarde de pas vouloir qu'il nous humilie. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais ça le regarde à lui, étant donné que moi, je voulais pas qu'il soit dans cette délégation. Mais même la réaction du ministre Sébastien Lecornu en disant qu'il l'a pris pour un technicien. Oui, c'est honteux aussi. Enfin, je veux dire, tout dans cette séquence est complètement lunaire. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, dans cette délégation, il n'y a pas que lui dont la présence me choque, il y en a plein. Hein. J'avoue que pour des retrouvailles avec le Maroc, qui est quand même un pays ami, qui est un pays important pour plein de raisons, et on va sans doute en parler dans quelques secondes, avoir cette délégation composée d'un ancien député LREM qui a fracassé la tête d'une femme, enfin d'un ancien secrétaire du Parti Socialiste parce qu'il n'était pas d'accord avec lui, avoir aussi la présence d'un ancien homme d'affaires, artiste, je sais pas comment on peut l'appeler, Bagné, qui avait arnaqué une vieille dame. Je veux dire, le message envoyé par la France à ce moment-là et par Emmanuel Macron, il est un peu comme tout ce qui se passe en ce moment au sein du palais à l'Élysée, complètement à côté de la plaque. En tout cas, ça ne doit pas nous faire oublier le reste. On va revenir dans un instant sur cette visite d'État donc qui se termine aujourd'hui, visite d'État au Maroc pour Emmanuel Macron, avec quand même un certain nombre de réussites. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bilan positif ou pas, vous allez nous dire ça dans un instant. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. La vérité en face, toujours avec Eric Tegner et Alex Darmon. On poursuit avec ce dernier jour, donc visite d'État pour Emmanuel Macron au Maroc avec sa grande délégation. On a parlé des polémiques, on va parler aussi d'autres choses, parce que c'est vrai que c'était un déplacement très attendu, avec beaucoup d'enjeux capitaux dans ce déplacement. Réconciliation diplomatique d'une part, et puis des contrats économiques signés pour 10 milliards d'euros, c'est juste énorme. Alex Darmon, le bilan, il est positif au final ou pas pour Emmanuel Macron ? Oui, je pense qu'il est positif. Il y a un triple bilan. D'abord, on en a parlé quand même. Faut dire le bon côté. Il y a quand même des beaux représentants français qui ont été. Je pense à Gérard Darmon, parce qu'il porte le même nom que moi, mais c'est vrai. À Gérard Darmon, mais à Jamel Debbouze, qui sont des gens qui font la fierté de la France. Ils font vraiment la fierté de la France et aussi la fierté du Maroc. Et c'est un beau symbole de les voir représenter nos deux pays sur ce genre de dîner et ce genre de visite. La deuxième réussite, il faut le dire aussi, c'est effectivement ces signatures de contrats, ces chefs d'entreprise qui ont été au Maroc. Le Maroc, c'est pour Alstom, Total Energy, Veolia, exactement, notamment. Qui vont construire les tronçons, les rails de transport, l'énergie vert, vert dont le Maroc veut être l'un des leaders mondiaux. Le Maroc est une puissance africaine exceptionnelle qui s'est réinventée sous l'égide de son roi Mohamed VI, et il faut le signaler. Pouvoir développer et avoir de vraies relations avec le Maroc sera important, est important, on n'en avait plus depuis longtemps et va être importante dans les mois qui viennent. Et donc c'était primordial de pouvoir se rapprocher de ce royaume et de ce pays. Donc je pense que de ce côté-là aussi, c'est une réussite. Et puis enfin, tout en assumant le fait de s'éloigner de l'Algérie, du coup, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. J'allais vous dire. Je pense que c'est aussi peut-être indirectement une réussite pour Emmanuel Macron. On le verra plus tard. Politique, tant pour la politique intérieure, avec les messages que Bruno Retailleau fait passer. D'ailleurs, il y a quand même un message de savoir que Bruno Retailleau est au Maroc et que Didier Migaud n'est pas au Maroc.
C'est quand même, il faut le dire par rapport à ce qui se joue sur notre territoire, c'est important. Bruno Retailleau a été négocié des avantage, on verra si ça fonctionne. On verra ce que ça donne, effectivement, voilà. Un accord pour raccourcir les délais d'expulsion des immigrés marocains illégaux. Exactement, et puis sur place aussi annoncé qu'il va vraiment faire appliquer par une circulaire la loi Darmanin qui existe déjà. Je pense que c'est un symbole de l'annoncer de là-bas. Et puis plus globalement, sur la politique nationale, internationale, le fait que devant le Parlement marocain, Emmanuel Macron reconnaisse la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, fasse un discours contre l'antisémitisme salué par les députés marocains, je trouve que ça envoie des symboles. C'est ça la politique en réalité. Et c'est ce que fait Emmanuel Macron quand il fait ça, pas quand il fait voyager des gens qu'on n'a pas envie de voir au Maroc. Oui, Éric Tegner. Moi, je pense que 10 milliards d'euros, c'est le prix de la submersion migratoire. Donc 10 milliards d'euros, il les a bien négociés, effectivement, sur l'aspect de contrat avec Engie, avec Alstom, etc. Là-dessus, c'est une réussite économique, mais au prix, justement, du renoncement sur les questions migratoires. Parce qu'il ne faut pas se tromper. C'est pas ce qu'on nous dit. Non, mais c'est ce qu'il va... Oui, mais bien sûr, mais nous, on est là pour décrypter le fait que, vous savez, Sébastien Lecornu dit qu'il ne connaît pas Bellatar. Ou est-ce qu'on va le croire? Le fait qu'Emmanuel Macron ou Bruno Retailleau puissent en parler dans leur discours officiel. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'on est 3 semaines, on est un mois après l'affaire Philippines, on est en train juste de se rassurer parce qu'on a eu droit à 2 petites lignes dans un discours. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne l'a pas évoqué en privé avec le roi Mohamed VI, que ça fait partie uniquement d'un petit paragraphe, que effectivement Bruno Retailleau il a été amené, mais est-ce qu'à un moment on pouvait ne pas l'amener? À un moment, il faut reconfigurer les choses. On a 240 000 visas qui sont délivrés chaque année au Maroc, alors qu'on était dans une situation où les relations n'étaient pas bonnes. Donc imaginez maintenant qu'on a 10 milliards. On va augmenter cette idée. Et de l'autre côté, 727 passés laissés consulaires. Ça veut dire que c'est absolument ridicule. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la majorité du cannabis est justement est faite au Maroc. Donc quand on va vous parler demain de trafic de drogue à Lorient, à Brest, à Rennes, à Marseille, ça vient du Maroc. Est-ce que ça aurait dû être les 2 principaux sujets? Et le fait qu'on signe autant de contrats, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Vous le verrez, on dira oui mais il faut faire un bras de fer avec le Maroc, etc. Ils vont nous dire quoi? Oui mais attendez, Airbus Hélicoptère, ils peuvent annuler les contrats, l'Australie l'a bien fait. Vous avez vu, à un moment, qu'est-ce qu'il va dire Yacine Bellatar? Il va dire la France, on est en train de sauver Alstom parce qu'heureusement qu'il y a le Maroc qui est en développement pour acheter des contrats de 424 millions d'euros. C'est ce qui est en train de se passer. Les pieds et poings liés. Mais bien entendu, donc non seulement sur les OQTF, vous allez voir, moi je mets mon billet que dans quelques semaines ils vont nous trouver un imam un peu radical, ils vont faire appliquer une OQTF, ils vont prendre 10 personnes, ils vont faire croire que c'est fait. Mais vous croyez vraiment qu'Emmanuel Macron, dont l'objectif numéro 1 c'est l'économie, il va mettre ça au détriment de l'immigration? Et ensuite, il est contre l'immigration illégale, mais il va légaliser toute une partie de l'immigration parce qu'il va augmenter les titres de séjour. C'est pour ça que Macron a été applaudi là-bas au Maroc, parce qu'ils savent très bien qu'une partie de leur objectif c'est de venir en France. C'est pas ce que dit Bruno Retailleau encore dans la circulaire envoyée au préfet. Mais contre l'immigration clandestine. Non mais là voilà, c'est bien parce qu'il fallait qu'on en parle quand même ce matin de l'immigration avec Eric, c'est très bien. Mais moi, c'est le Maroc. Non mais très bien. Mais moi je comprends pas. Merci de donner 2 minutes à ce sujet comme Macron donne 2 lignes dans son discours. Eric, je comprends pas que tu puisses dire déjà, alors que sur le sol marocain, on amène le ministre de l'Intérieur qui a été le plus à droite depuis des années, qui dit sur le sol marocain, il faut mieux faire appliquer les OQTF, il faut qu'on trouve des accords machin. Donc dans ces cas-là, on dit rien et on passe à autre chose. Mais moi je comprends. Non mais attends, juste écoutez, on dit rien et on passe à autre chose. Il y a un ministre de l'Intérieur aujourd'hui, Bruno Retailleau, sur le sol marocain qui dit, et Emmanuel Macron aussi, président de la République, dit il faut qu'on trouve des accords. On sait pas ce qu'ils se sont dit en privé. Moi j'y étais pas, tu y étais pas non plus, enfin je crois pas, tu y étais pas non plus. Ils en ont sans doute parlé, mais c'est aussi ça la diplomatie, c'est peut-être de dire on va y aller étape par étape, mais au moins on va faire quelque chose. Bruno Retailleau n'est pas sur la même ligne qu'Emmanuel Macron sur ces questions d'immigration. On est d'accord là-dessus. Il a quand même pu parler sur le sol marocain, il a quand même pu donner des informations. Il va falloir qu'on reprenne tout à zéro. S'il y a un point, on est d'accord, c'est qu'il faut reprendre tout à zéro concernant les OQTF. Et donc, ces contrats économiques peuvent être le point de départ d'une relation et d'échanges diplomatiques et politiques. Il faut le faire. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait 2 ans qu'on nous explique que pour lutter contre la guerre en Ukraine, etc., par rapport à Poutine, il faut ne plus avoir de relations économiques, que on avait une dépendance vis-à-vis du gaz, etc. Et que cette dépendance de l'Allemagne et de la France à l'égard de la Russie par rapport au gaz et au contrat a fait qu'on avait une position ambiguë. Et on est incapable de voir qu'aujourd'hui, en signant 10 milliards de contrats avec le Maroc, on ne se retrouve pas dans une situation politique où on est tenu. Et ça, on n'est pas capable de... Ce sont des logiques économiques. On arrête la mondialisation. Dans ces cas-là, on arrête la mondialisation. On arrête d'avoir des relations amies avec des pays
amis. Si tu veux, on peut fait tout pas un arrêter cadeau de les 10 échanges. milliards. Mais c'est pas un cadeau de 10 milliards. Juste pour Tu peux essayer pas dire que c'est un justement de cadeau de 10 rétablir des milliards. relations. Ce n'est pas un cadeau de 10 milliards, ce sont des relations commerciales Aucune confiance avec un dans pays Emmanuel ami. Macron On a là-dessus. été fâchés avec eux depuis 2-3 ans et effectivement on n'avait aucune relation Mais diplomatique. l'Algérie, on a fait Et des babouches l'immigration pendant explosait. 7 ans, ça a J'avoue pas que je comprends pas fonctionné. ton discours sur le fait de dire comme ça a explosé et ça va encore plus exploser parce que maintenant on leur a fait un cadeau de 10 milliards. Dans ces cas-là, on arrête, Mais bien on sûr, ferme les mais frontières et on parle avec on plus verra personne. nos Et débats merci dans en 3 tout cas, on suivra cela effectivement dans 3 mois, on verra ce qu'il en est, on y reviendra effectivement. Merci beaucoup Éric Tegner, journaliste président du média Frontières, et merci Alex Darmon, journaliste politique, chaîne YouTube Les Indécis. On vous retrouve notamment régulièrement chez Valérie Expert, et Valérie Expert qu'on va retrouver dans un instant Sud Radio Média avec Gilles Gansman, leur invité ce matin Benjamin Castaldi. Très bonne journée à tous.